Voilà. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour cette formation sur le contrôle d'activité et le programme 2025. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes pour qu'on ait suffisamment de participants. On démarre donc dans 2 minutes. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Bon, Parfait. Yann nous dit que c'est parfait, donc parfait. Parfait. On voit des personnes que nous connaissons dans le chat, donc bonjour à tous. Bon, écoutez, on va peut-être démarrer pour les retardataires nous prendront en cours de route. Donc d'abord, on se présente Denis Zago, donc vice-président de la Compagnie de Paris et chargé du contrôle d'activité au sein de la compagnie. Et je fais du contrôle d'activité depuis plus de 20 ans maintenant au sein de cette même compagnie. Et Marc Delange-Fordière, élu à la Compagnie de Paris également, travaillant avec Denis sur la supervision des contrôles d'activité. Je fais du contrôle depuis une petite quinzaine d'années. Voilà, donc nous sommes là pour vous présenter un petit peu. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez eu la chance d'être sélectionné pour avoir un contrôle d'activité cette année. Donc c'est souvent un contrôle sexennal, donc une obligation qui est prévue par la loi, ou d'autres contrôles qui peuvent être éventuellement diligentés par la H2A pour des raisons diverses et variées. Donc, le petit sommaire de notre intervention. Tout d'abord, le cadre des contrôles non EIP. Donc, c'est un petit peu un rappel du cadre, je dirais, structurel de la délégation qui est faite à la CNCC et la subdélégation qui est faite au CRCC pour gérer ces contrôles. Une deuxième partie sur la préparation du contrôle. Vous êtes en plein là, dans la préparation. Ensuite, une partie sur le déroulement, la conclusion, la procédure contradictoire qui interviendra à l'issue de la conclusion et aussi les modalités de contrôle par entretien. Et puis nous verrons d'autres points, les derniers points, je dirais plutôt de timing et de délai. Enfin, et puis il y aura un petit quiz. Vous aurez le support de la formation à la fin de la formation. Et vous aurez un petit quiz demain qui servira aussi pour le CAC 40. Non, il n'y aura pas le support? On me dit. Bon, pas le support tout de suite. Donc, le cadre des contrôles non EIP. Donc, un petit rappel, la compagnie, donc, on a une convention homologuée en date du 19 mai 2023. Donc, la H2A, pardon. Hop, vous avez l'écran. Alors, c'est reparti. C'est bizarre que ça saute. Okay. C'est bon. C'est bon. Donc, la H2A donc, supervise la réalisation des contrôles. Elle définit le cadre et les orientations du contrôle. Et elle peut aussi émettre des recommandations dans le cadre du suivi de ces contrôles. Donc, la H2A délègue son contrôle d'activité professionnelle pour les CAC n'exerçant pas de mission auprès de IP, parce que pour tout ce qui est les CAC exerçant des missions auprès de IP, elle conserve la totale maîtrise des contrôles. Donc, les contrôles pour les cabinets n'ayant pas de mission EIP sont effectués par des
peuvent être effectués par des contrôleurs H2A ou délégués par la H2A à la CNCC. Et c'est ensuite la CNCC qui délègue à la Commission nationale du contrôle d'activité et au CRCC le soin d'effectuer ces contrôles. On peut quand même signaler que la H2A peut décider à tout moment sur certaines unités de contrôle de prendre la main, de donner des instructions sur les mandats sélectionnés. Ils peuvent suivre aussi en continu ces contrôles et échanger directement avec nos contrôleurs parisiens qui interviendront chez vous. Donc, ils peuvent avoir des échanges directs avec les contrôleurs sans passer par la compagnie régionale. On a tous les ans un certain nombre cette année, par exemple, on a à peu près 240 contrôles à Paris et la CRCC n'en opère que 150 puisque tout le reste est opéré soit par la H2A en direct, c'est elle qui a sélectionné les cabinets qu'elle souhaitait voir, soit par la CNCC. Alors là, c'est souvent des problèmes d'incompatibilité entre, par exemple, les élus de la compagnie, pour les élus de la compagnie de Paris qui ne peuvent pas être contrôlés par la compagnie de Paris, pour les contrôleurs également de la compagnie de Paris qui ne peuvent pas être contrôlés, et puis d'autres incompatibilités comme ça par rapport à des contrôleurs ou des responsables comme nous. Alors, le cadre des contrôles, donc la structuration de l'analyse des risques, on ne va pas vous dire comment c'était fait avant, c'est nouveau cette année, donc il y a le risque qui est validé par la H2A tient compte de deux choses, elle tient compte du profil de l'unité de contrôle et de l'exercice. Alors, le profil, on entend quoi? On entend le risque inhérent au profil de l'unité de contrôle. UDC, c'est l'unité de contrôle. Hein. Donc ça, le profil, ça dépend effectivement de la complexité et de la structure des mandats détenus. Donc plus la H2A estime que vous avez des mandats importants, des groupes, des choses comme ça, donc elle peut considérer effectivement que vous avez un profil plus ou moins risqué. Et enfin, le risque d'exercice, donc ça c'est directement lié à l'exercice de l'activité en elle-même. Donc ça résulte des précédents contrôles qui ont pu avoir lieu sur les procédures et sur les mandats. Donc c'est un mix des deux qui fait un risque, qui génère un risque final qui va être évalué par la H2A et évalué de 1 à 4, donc de moins risqué à plus risqué. Ce qui change, voilà, c'est qu'avant, par exemple, si vous aviez un mandat grande entreprise, vous étiez obligatoirement considéré comme un cabinet, une unité de contrôle risquée. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, parce que si vous pouvez très bien ne pas être considéré comme risqué tout en ayant un mandat grande entreprise. Les différents types de contrôles, donc ça date depuis 2021, pardon. Donc il y a une palette de mandats. Donc pour vous, en l'occurrence là sur les contrôles que vous allez avoir, ça va être soit un contrôle complet, c'est le premier qui est en haut, soit des contrôles par entretien. Mais la H2A se réserve la possibilité de faire des contrôles mandats seuls ou des contrôles de suivi, des contrôles de procédure ou des contrôles spot. Donc on va voir un petit peu en détail les différentes caractéristiques de ces contrôles. Donc, le contrôle complet, c'est grosso modo, pour 50% d'entre vous, 70% d'entre vous, le contrôle qui va être effectué. Donc, c'est un contrôle simultané des procédures et d'un échantillon de mandat. Alors, le contrôle des procédures, il n'a lieu approfondi, il n'a lieu que s'il y a plus de 2 signataires dans l'unité de contrôle. S'il n'y en a qu'un, il y a un petit contrôle de procédure, mais c'est beaucoup plus light. Donc ça, c'est le contrôle complet. Ensuite, il peut y avoir un contrôle de procédure pure, mais ça, bon, jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas connaissance de ce type de contrôle. Un contrôle de suivi pur également, si effectivement vous avez eu des constats, des recommandations faites par la H2A, à l'époque par le H3C, donc voir effectivement s'ils veulent revenir plus rapidement pour voir si vous avez mis en œuvre les recommandations qui vous ont été faites. Ensuite, on a le contrôle mandat pur. Donc là, on ne contrôlerait pas tout ce qui est procédure, mais uniquement les mandats. Pour le moment, on n'a pas non plus de cas de contrôle mandat pur qui était diligenté par la H2A. Les contrôles spot, ils en font 2 ou 3 par an. Donc ça, c'est déclenché sur un élément précis, sur un problème qui est déclenché, un problème dans la presse, sur une société qui connaît des difficultés, ou voilà.
Je crois qu'ils en ont fait très très peu depuis le début, mais ça, ils peuvent intervenir effectivement en spot. Et ensuite, le dernier type de contrôle, les contrôles par entretien, qui existent maintenant depuis 4-5 ans. Donc, ce sont des contrôles qui sont réservés à des unités de contrôle qui étaient en principe non risquées. Donc, ça ne pouvait pas être des unités de contrôle qui étaient contrôlées pour la première fois, parce qu'étant contrôlé pour la première fois, on ne peut pas savoir si vous êtes risqué ou non risqué. Et puis, c'est en principe pour des unités de contrôle qui ont globalement en maximum 10 mandats, et sur lequel on va avoir donc un temps de contrôle qui est plus court, et on va vous parler un peu de ces contrôles par entretien. Vous saurez de toute façon, vous saurez après le renvoi de votre QIP si vous avez un contrôle complet ou un contrôle par entretien. Donc les différentes étapes du contrôle, donc vous avez la préparation du contrôle, donc vous avez le questionnaire d'information préalable que vous avez reçu et que vous êtes censé nous avoir retourné au plus tard ce jour. Donc on a reçu déjà un grand nombre de QIP, il nous en manque un peu, donc vous allez recevoir une relance pour nous renvoyer d'ici le 31 juillet. C'est important parce que derrière nous, ça nous permet d'affecter les contrôleurs et démarrer les contrôles pas trop tard, histoire de finir avant le 31 décembre, qui est en principe la date limite. Donc, vous aurez ensuite une prise de contact de votre contrôleur, un échange préalable avec lui qui va être un échange préalable téléphonique sur un petit peu l'explication de votre QIP, et dans le but que le contrôleur comprenne le fonctionnement de votre cabinet, et également comprenne un petit peu une meilleure appréhension de vos mandats. Et ça va lui permettre ensuite de sélectionner aussi les mandats qu'il va contrôler dans le cadre du contrôle. Et ça va lui permettre de rédiger ce qu'on appelle un plan d'approche de contrôle et de sélectionner donc ces mandats suite à cet échange. Le contrôle donc, se fait alors sur place ou à distance. En fait, c'est un contrôle sur place, hein, sauf pour le contrôle par entretien qui peut éventuellement être fait à distance, mais à la Compagnie de Paris, on demande au contrôleur de se déplacer parce que c'est quand même beaucoup plus simple d'être sur place et de parler de visu. Donc, dans le cadre de ce contrôle sur place ou à distance, on aura un suivi des constats éventuellement qui ont été faits par la H2A lors du précédent contrôle, mais ça, c'est uniquement si c'est bien précisé dans la lettre de mission pour le contrôleur. Et ensuite, on contrôlera les procédures, effectivement, s'il y a au moins 2 signataires ou plus. Sinon, avec un seul, si vous êtes une unité de contrôle avec un seul signataire, il n'y a pas de véritable contrôle de procédure. Et quoi qu'il arrive, un contrôle de mandat, ou si un contrôle de mandat pour le contrôle complet, et on verra dans le cadre du contrôle en entretien, ce n'est pas réellement un contrôle de mandat. Ensuite, la restitution. Vous aurez une synthèse orale obligatoire à la fin de l'intervention du contrôleur sur place, histoire qu'il vous dise quelles vont être ses conclusions. Il va rédiger son pré-rapport avec les annexes, l'ensemble des annexes. Ce pré-rapport sera relu par les membres régionaux du contrôle national du contrôle d'activité, c'est-à-dire à Paris, Marc, Laurent Dupas qui intervient encore, et moi-même. Après relecture, il vous sera envoyé. Alors, si vous avez des mandats qui posent problème, ça part à la CNCC et ça peut remonter jusqu'au H2A. Et auquel cas, c'est la H2A qui prend la main. Et c'est la H2A qui détermine après le rythme de l'envoi du pré-rapport. Donc, envoi du pré-rapport. Le contradictoire, c'est vous qui, à la suite de la réception de ce pré-rapport, on verra les timings tout à l'heure, mais vous avez un mois pour répondre, pour dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et pour exprimer éventuellement vos contestations sur ce qui a été écrit. Sur la base de ça, le contrôleur va indiquer les raisons pour lesquelles il va modifier son pré-rapport ou pas, et émettre son rapport définitif. Et le traitement du contradictoire écrit sera annexé à ce rapport définitif. Alors, la préparation du contrôle, donc on va voir un peu plus en détail ce qu'on a déjà vu avec Denis de manière un peu générale. Alors, ce qu'on va contrôler, en fait, c'est une unité de contrôle. L'unité de contrôle n'est pas définie par les textes, mais elle est définie par, on va dire, la doctrine du contrôle qualité depuis longtemps maintenant, comme un ensemble de structures d'exercice professionnel titulaires de mandat et qui partagent des procédures communes.
Donc, on ne va pas vérifier, par exemple, uniquement les signataires qui sont des mandataires sociaux de l'unité de contrôle, mais qui n'auraient pas de mandat. On ne va pas vérifier les porteurs de parts ou les associés qui ne signent pas de mandat. On ne contrôle pas, on ne vérifie pas les structures personnes morales qui sont inscrites et qui n'ont pas de mandat. Et on ne vérifie pas, bien sûr, les structures d'exercice d'expertise comptable qui n'ont pas de mandat. Donc pensez bien, si vous n'avez plus de mandat à titre individuel, vous pouvez en fait, vous ne serez pas contrôlé si vraiment vous n'avez plus d'exercice. En revanche, si vous êtes membre d'une unité de contrôle, vous pouvez ne pas signer à titre individuel, mais signer en tant qu'associé technique. Et là, vous ferez l'objet d'un contrôle. Il faut bien comprendre effectivement que c'est la double notion de titulaire de mandat et partage de procédures communes. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours contacter la CRCC. Si vous êtes perdu dans le remplissage de votre QIP, par exemple, ou si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, l'accès à la documentation des unités de contrôle. Donc, le contrôleur, grosso modo, peut demander tout document qui concerne le contrôle. Il peut se faire communiquer, quel qu'en soit le support, tout document et pièce utile au contrôle. Il peut exiger toutes explications sur les dossiers et les documents qui sont établis. Il vérifie sur place ou sur pièce. Il peut obtenir copie des pièces et documents, quel que soit le type de support. Il peut modifier ou compléter sur place les dossiers à contrôler par rapport à la liste initiale qui vous sera communiquée quelques jours avant le contrôle. Ce sur quoi on travaille, c'est les comptabilités spéciales de l'ensemble des rémunérations, par exemple, le montant des honoraires, les déclarations d'activité, qui sont des éléments qui sont complémentaires au contrôle de mandat. Ça, c'est côté contrôleur. Côté contrôlé, on ne peut pas s'opposer au contrôle. Alors, on ne peut pas, parce qu'on l'entend de temps en temps, opposer le secret professionnel. Il y a une obligation de la part du contrôlé, en fait, de fournir tous les renseignements et tous les documents demandés. Et de fournir tout document explication sur les conditions d'exécution de la mission, sur l'organisation et l'activité globale de la structure d'exercice professionnel, du réseau et des personnes ou groupements qui y sont liés. Également important, le contrôlé doit pouvoir justifier de diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles d'indépendance. Oui, ça, le H2A est de plus en plus sensible à cela, et c'est une orientation des contrôles pour cette année. Et en termes de secret professionnel, il n'y a pas de problématique. Et en plus, donc, tous les contrôleurs, lorsqu'ils ont terminé leur contrôle, signent une attestation de destruction des documents. Et par contre, les documents qui ont été utilisés, notamment les rapports sur les comptes annuels et puis les rapports sur les conventions réglementées, sont conservés, mais par la compagnie régionale. Enfin, en principe, ils devraient être conservés par l'H2A dans le cadre des contrôles, mais comme ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, ils nous demandent, nous, de conserver ces pièces à l'appui des contrôles qui ont été réalisés. Sachant que les rapports, de toute façon, ils sont déposés au greffe, en principe. En principe, donc, voilà. Sauf les rapports sur les comptes annuels, sur les conventions réglementées. C'est vraiment sur les documents, en fait, auxquels on a accès pendant le contrôle. Comme ça concerne quand même des éléments qui sont confidentiels, ceux-là, effectivement, on les détruit. Sachant qu'on est chacun de nous, de toute façon, en tant que confrère consoeur, soumis au secret professionnel. Le rôle du contrôlé, donc, c'est d'abord, effectivement, de remplir son questionnaire d'information préalable. Alors, c'est un document qui est important parce qu'il va permettre au contrôleur déjà de se faire une première idée de est-ce que le contrôlé joue le jeu et rentre dans le contrôle avec un esprit, on va dire, positif, ou est-ce qu'il traîne un peu les pieds. Et puis, ça nous permet de comprendre, finalement, d'avoir un premier aperçu de l'unité de contrôle qu'on va vérifier. C'est donc un document qui est majeur. De votre côté, il faut compter effectivement, alors c'est un petit peu de temps bien sûr à passer, mais c'est pas non plus insurmontable, c'est 2-3 heures si on veut faire correctement le travail pour remplir ce questionnaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la qualité des informations communiquées permet de déterminer effectivement pour nous plus précisément les opérations de contrôle et d'alléger éventuellement le contrôle sur place ou à distance. Donc c'est un document d'orientation qui est important pour bien préparer le contrôle, que ce soit pour vous ou pour nous, en fait, dans les meilleures conditions. Il est bien sûr
il permet en fait de construire le dialogue avec le contrôleur. Et donc, c'est déjà un élément de la procédure contradictoire, puisque c'est un échange d'entrée en matière. Alors, il y a 2 annexes à renseigner, une obligatoire et 2 pour les unités de contrôle qui ont déjà été contrôlées, qui permet notamment de mettre en valeur les améliorations apportées quand on vous a demandé, quand souvent la H2A vous demande d'apporter des améliorations. Pensez bien à mettre à jour avant le contrôle vos déclarations d'activité et de formation sur Aglaé, puisque c'est un élément qu'on vérifie. Et c'est un élément important, notamment les déclarations d'activité, d'orientation pour nous du choix des mandats, par exemple. Donc, et puis par ailleurs, c'est une obligation. Donc n'oubliez pas de remplir vos déclarations d'activité et surtout n'oubliez pas volontairement de les remplir. Et puis joignez en annexe à votre QIP tout document que vous jugerez utile et qui nous permet, nous, de bien comprendre chez qui on va aller et comment. La préparation du contrôle. Donc la démarche d'ensemble, c'est à partir des éléments à disposition. Donc, alors, en fait, nous, les contrôleurs, on dispose du rapport du précédent contrôle. On dispose également, quand elles ont été émises à l'époque, la H2A, l'H2A, des recommandations qu'elle a pu mettre en place. On a bien sûr votre QIP. On a donc, comme je le disais précédemment, on a vos déclarations d'activité. On a vos déclarations de formation. Donc ça, c'est le package de départ avec lequel on va travailler et démarrer le contrôle. Notre travail, c'est d'identifier les particularités qui sont liées à l'environnement de l'unité de contrôle. Donc, le point qui est majeur à ce moment-là pour nous, c'est d'essayer de figer en fait le périmètre de l'unité de contrôle. Donc, c'est de bien comprendre en fait de quoi elle est constituée, quelles sont les structures qui la composent, est-ce que vous travaillez en réseau, qui sont les signataires, de manière à ce qu'on sache ce qu'on doit vérifier. C'est également au moment de la préparation, le moment où on commence à comprendre l'organisation de l'entité, grâce en particulier à votre QIP. Est-ce que vous travaillez avec des collaborateurs externes? Est-ce que vous avez des salariés en interne? Est-ce que vous avez des procédures qui sont décrites éventuellement à l'aide d'un manuel? Est-ce que vous avez des procédures de formation? Est-ce que vous avez des formations? Quels sont les outils d'audit que vous mettez en place? Et puis, c'est le moment où on aborde, en fait, on commence à comprendre votre activité. Donc, ça, c'est essentiellement à partir des déclarations d'activité. Nombre de mandats signés, éventuellement des secteurs spécifiques sur lesquels vous pouvez intervenir. Et puis, on va dire des événements particuliers. Par exemple, est-ce qu'il y a des mandats sur lesquels vous êtes en commissariat aux comptes? Est-ce que vous avez déclenché des procédures d'alerte? Est-ce qu'il y a eu des révélations de faits délictueux? Des irrégularités, inexactitudes? Est-ce que vous avez éventuellement fait modifier sur certains mandats des comptes? Bon, ce sont des éléments qu'on trouve dans la déclaration d'activité, mais qui pour nous sont utiles pour orienter le contrôle. On choisit les vérifications à réaliser, y compris la présélection des mandats. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va échanger préalablement avec vous. Donc, on va, chacun de nous, contrôleurs, prendre contact avec vous pour échanger sur ces éléments. Et puis, aussi convenir, bien sûr, de la date d'intervention. Mais c'est vraiment un moment où, souvent, c'est une demi-heure, 1 heure. Ça dépend de la taille de l'unité de contrôle. Mais cet échange, pour nous, il est impératif parce qu'il vient en appui des éléments dont on dispose. Il permet de conforter ou éventuellement de modifier ce qu'on a pu comprendre dans les documents qu'on a eu à traiter jusque-là. C'est très important pour nous de faire cet échange préalable téléphonique. Et donc, effectivement, on voit sur les slides, cet échange préalable est utilisé pour arrêter les vérifications à mener lors du contrôle. L'échange préalable, j'en parlais à l'instant. Donc, qui est concerné par cet échange préalable? Toutes les unités de contrôle. On s'assure par échange que l'unité de contrôle a des procédures qui sont adaptées à l'exercice de l'audit légal et que celles-ci sont appliquées uniformément au sein de l'unité de contrôle et que le signataire a une bonne connaissance de son portefeuille, des risques des mandats qu'il détient, notamment dans la perspective d'établir une sélection pour nous représentative et pertinente des mandats qu'on va contrôler, puisqu'on ne contrôle bien sûr pas tous les mandats pour ceux pour qui ça serait le premier contrôle d'activité. Les autres ont déjà un peu l'habitude, mais donc on va sélectionner en fait quelques mandats particuliers sur lesquels on va vérifier l'opinion. On va y revenir un peu plus tard. Mais on vérifie bien sûr pas tous les mandats du cabinet. On valide la présélection des mandats, on identifie le cas échéant des points de l'organisation à vérifier sur place lors du contrôle.
avant la rédaction pour nous du PAC, ça veut dire le plan d'action de contrôle, c'est ça ? Plan d'approche, pardon, plan d'approche de contrôle. L'échange préalable donc, est impérativement mené avec le ou les signataires. Pour vous, vous avez la possibilité à ce moment-là de vous faire accompagner de votre chef de mission, de vos chefs de mission et directeurs de mission. En présence de plusieurs signataires, donc on mène un échange avec chaque signataire qui fera l'objet d'un examen de mandat. Ça, c'est pour l'échange préalable. Et je te passe la parole, Denis. Donc, on continue sur le, sur le déroulement, plus précisément sur le déroulement du contrôle. Donc, dans un premier temps, on a un suivi des constats. Donc, on a parlé déjà tout à l'heure. Donc, c'est en cas de demande par la H2A et en présence d'un courrier du H3C qui précisait des points précis signés Éric Baudrier, qui était le responsable à l'époque, joint à la lettre de mission du contrôleur. Donc ça, de toute façon, ce courrier du H3C, vous l'aviez eu, ainsi que la compagnie, lorsqu'il y avait des améliorations demandées. Donc le contrôleur s'assure de la rémédiation complète et appropriée des constats, recommandations et plans d'action issus du précédent contrôle. Si un plan d'action a été mis en œuvre par l'unité de contrôle à l'issue du courrier du H3C, le contrôleur doit assurer la pertinence et son degré d'avancement, ainsi que les effets déjà mesurables. Le suivi des constats relevés lors des contrôles précédents est limité aux points mentionnés dans le courrier. Les autres constats relevés lors du contrôle dont il est déjà fait état dans le rapport définitif ou dans le courrier envoyé par la CRCC ne doivent pas être suivis. C'est-à-dire que le contrôleur ne va vraiment regarder que les points soulevés dans le courrier et non pas les points qui auraient pu être soulevés dans le cadre du rapport par le contrôleur, mais des points plus généraux. Le QIP renseigné par l'unité de contrôle peut contenir tous les points relevés lors du contrôle précédent. Si l'unité de contrôle ne détient plus le mandat, ce qui peut arriver, puisque si vous aviez effectivement une recommandation sur un mandat faite par le H3C, donc les constats propres à ce mandat ne sont plus à suivre, même si un autre mandat est détenu. Donc, le contrôleur examine systématiquement la pertinence de l'opinion sur le ou les mandats toujours détenus ayant fait l'objet d'un suivi de constat. Donc, on revient sur un contrôle complet sur un mandat sur lequel il y a eu effectivement un suivi demandé par le H2A, H3C à l'époque. Alors, le contrôle des procédures, on vous l'a dit, c'est pour les unités de contrôle qui exercent avec au moins 2 signataires. Ce qui est regardé, donc, essentiellement, les thèmes qui sont ciblés, il y a le maintien des connaissances et la formation continue du commissaire aux comptes et de ses collaborateurs. Forcément, ça, c'est un point important sur lequel est très vigilant la H2A et sur lesquels des sanctions pécuniaires ne vont pas tarder à tomber. L'autre point, l'autre thème, effectivement, c'est l'acceptation et la poursuite des mandats. C'est relativement classique. L'analyse de l'appartenance à un réseau pluridisciplinaire, on verra un peu plus tard ce que l'on entend par là. L'identification et le traitement des risques liés à la perte d'indépendance, donc ça c'est aussi très important. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le dispositif de contrôle interne avec effectivement l'amendement 2025 dont l'efficacité et l'adéquation ont été évaluées par l'unité de contrôle. Donc ça, c'est une modification faite par la H2A cette année sur les contrôles. On nous demande effectivement de juger non seulement le dispositif de qualité interne, mais également l'efficacité de son évaluation. Et ensuite, le dispositif d'archivage, c'est effectivement ce qui est demandé depuis l'an passé par la H2A, donc l'obligation de clôturer les dossiers dans les 60 jours de la signature du rapport et d'avoir un moyen de prouver l'interchangeabilité de ce dossier et des travaux qui ont été effectués. Alors, on en parle, l'analyse du dispositif d'archivage comporte 3 finalités. Comment les dossiers de travail sont sécurisés afin de garantir leur confidentialité, bien sûr. Est-ce qu'il existe un dispositif pour ne pas modifier les éléments de documentation constituant le dossier de travail au-delà de la date de signature du rapport sur les comptes? Et la procédure d'archivage pour permettre l'interchangeabilité de ce dossier au plus tard dans les 60 jours de la signature du rapport de certification des comptes. Alors, le cas particulier du réseau de faits, on a effectivement des unités de contrôle qui déclarent dans le QIP ne pas faire partie d'un réseau. Et c'est souvent pas une bonne information, puisque le réseau peut résulter aussi de situations de faits
où l'unité de contrôle est liée à des entités qui n'ont pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes. Par exemple, une société d'expertise comptable qui vous sous-traite une partie de son personnel pour exercer votre activité. Donc, dans ce cas-là, il devra être procédé à une analyse formalisée de la situation cet état de fait nécessite une organisation ad hoc. Donc, effectivement, il faut que vous ayez une organisation et des procédures qui soient compatibles avec ce réseau, et notamment des conventions de délégation ou de mise à disposition de personnel. Alors, les contrôles de mandat, après les contrôles de procédure, donc on a des contrôles mandat. Le contrôle de mandat a l'objectif de s'assurer de la pertinence de l'opinion. Donc, ce qu'on juge, c'est la pertinence de l'opinion. On n'est plus là dans les problématiques de procédure, on est uniquement dans les problématiques d'opinion qui est faite dans le cadre du rapport sur les comptes annuels. Donc, dans ce cadre, on regarde effectivement quand même encore si l'acceptation ou la poursuite de la mission est en règle par rapport aux exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance. On vérifie l'adéquation des heures consacrées à l'audit et nécessaires à l'exécution du programme de travail, donc voir effectivement si les heures déclarées dans les DA, déclaration d'activité, sont cohérentes par rapport à votre dossier d'audit, si elles sont estimées déjà suffisantes et aussi cohérentes. On regarde votre approche d'audit, donc c'est-à-dire est-ce que la démarche d'audit est fondée sur l'approche par les risques, donc NEP 315 ou 330, et vos travaux en matière d'obligation de lutte contre le blanchiment. On va se focaliser sur les diligences d'audit réalisées sur certains cycles. Ce sont les cycles que vous aurez déterminés comme étant des cycles risqués et éventuellement d'autres cycles qui pourraient être estimés comme risqués par le contrôleur et que vous auriez pas vous, que l'unité de contrôle n'aurait pas forcément validé comme étant des risques, des cycles risqués, pardon. Et donc également les postes ou cycles en lien avec les appréciations des estimations comptables, donc tout ce qui est provision, qui peuvent en provision notamment, qui rentrent dans le cadre des estimations comptables. Ensuite, la correcte application des principes spécifiques à l'audit des comptes consolidés, c'est-à-dire la NEP 600 et puis également dans le cadre du co-commissariat la NEP 100. Donc ça, ce sont deux NEP qui sont souvent pas forcément très bien respectés. Donc, si vous avez des dossiers en COCAC, il y a des chances qu'ils soient contrôlés. Donc, veillez à avoir vos revues croisées à minima et un certain nombre d'éléments qui permettent d'étayer et de justifier votre opinion. Ensuite, on contrôle également l'information financière avec une attention particulière de cette information sur les cycles que nous avons pu examiner, donc sur les types de participation, sur les clients, sur les provisions, par exemple. Bien entendu, l'adéquation de l'opinion émise au regard des conclusions des travaux d'audit réalisés. Donc, est-ce que, au regard de vos conclusions dans votre dossier d'audit, votre opinion est en cohérence avec votre dossier? Il arrive malheureusement que ce ne soit pas le cas. Et également, donc on va valider, dans le cadre de ces contrôles de mandat, votre documentation. Est-ce que vous avez une documentation suffisante et de la qualité donc de votre dossier de travail et de la conservation du dossier pendant 6 ans. Alors, dans la sélection des mandats, on va avoir des entités prioritaires. Donc, on a des mandats prioritaires selon les orientations du H2A. On va voir de la H2A, on verra dans le slide suivant quelles sont ces entités prioritaires. Après, on a bien sûr la représentativité des mandats contrôlés. Donc, si vous êtes plusieurs titulaires de mandat, on va cibler a priori plusieurs titulaires, sans pour autant contrôler obligatoirement tous les associés. Hein, ce n'est pas une obligation. Si vous avez des secteurs d'activité représentatifs du portefeuille, on va évidemment s'orienter, si vous avez un portefeuille qui est composé à 80% d'un type d'activité, du bâtiment par exemple, on va bien sûr contrôler à minima un dossier de ce secteur d'activité. Et puis aussi, bien sûr, la taille des mandats et donc l'importance des heures d'audit consacrées sur les mandats. Bon, lors de l'échange préalable avec le signataire, on va analyser tout ça, voir un peu les particularités de chaque entité, les mandats éventuellement à risque qui pourront être aussi sélectionnés en priorité.
Et puis des mandats, comme on en a parlé, avec des co-commissaires aux comptes ou des mandats sur lesquels vous auriez mis des réserves ou un refus de certifier. Donc, on va établir, chaque contrôleur va établir une liste des mandats à examiner, après échange préalable, donc échange par l'entretien. Et voilà, en fonction des catégories d'unités de contrôle, on a une sélection de mandats de contrôle par opinion qui est conseillée par la H2A, qui n'est pas une obligation. Donc, en fonction de la catégorie d'unité de contrôle, donc A, c'est entre, vous le verrez après, il y aura un autre tableau, mais A, c'est entre 1 à 5, B, c'est entre 5 et 20, C, c'est entre 21 et 50, D, c'est entre 50 et 100 mandats, et E, c'est au-delà de 100 mandats. Et donc, chaque fois, c'est un mandat, un ou deux mandats, deux ou trois ou quatre ou cinq. Donc, la sélection des mandats, toujours, le choix des mandats est fondé sur une analyse des risques et validé donc après l'échange avec l'unité de contrôle, avec chaque signataire. Donc, priorité. Ça, les mandats spécifiques, tu sais, c'était le slide suivant. Là. C'est les priorités. Oui, ce sont les mandats, priorités sur les types d'entités. Donc, on a toujours les grandes entreprises, les sociétés cotées Euronext Growth et Access, puisque ce ne sont pas des EIP, donc pas contrôlés directement par la H2A. Les organismes nationaux de sécurité sociale, les établissements publics nationaux, les organismes d'HLM, OPAC, les hôpitaux privés et publics, les EHPAD. Alors les entités visées par l'analyse sectorielle des risques de blanchiment et le fonds de financement du terrorisme visé par le H3C, les associations faisant appel à la généralité du public, et cette année c'est une nouveauté 2025, ou exerçant une activité dans le domaine médico-social, parce qu'on en a de plus en plus. Les entités en difficulté ou en irrégularité identifiées à partir des informations déclarées par les commissaires aux comptes, et les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique. Donc, on a les suppressions par rapport à 2024. Bon, vous en fichez un peu puisque vous êtes sur 2025. Mais en 2024, on avait des sociétés de financement et on avait également, dans les secteurs prioritaires, les entités dans le secteur de l'immobilier et de l'énergie. Alors, on va passer maintenant à la conclusion du contrôle. Merci, Denis. Donc, on a 4 types de conclusions possibles pour un contrôle de mandat. L'opinion étayée, mais avec des insuffisances. L'opinion non étayée et l'opinion erronée. Alors, l'opinion étayée, ça veut dire que l'opinion d'audit émise sur les comptes est étayée ou que les conclusions sur les cycles examinés sont justifiées par les diligences d'audit réalisées par le commissaire aux comptes. Et les diligences sont satisfaisantes, même si on a pu relever des petits axes d'amélioration, mais grosso modo, le travail est fait et le dossier est solide. Et donc, vous êtes protégé. L'opinion étayée, mais avec des insuffisances qu'on a identifiées. Alors, elles sont dans les diligences d'audit réalisées par le commissaire aux comptes. Ça veut dire que l'opinion d'audit émise sur les comptes reste étayée, ou que les conclusions sur les cycles examinés sont justifiées au regard notamment des diligences d'audit compensatoires qui ont été réalisées, du caractère circonscrit des insuffisances relevées ou des compléments d'information et ou de documentation que vous nous apportez lors du contrôle. Donc ça permet de justifier a posteriori vos positions, vos conclusions. Il s'agit en fait d'insuffisances qui sont relevées dans la formalisation de la piste d'audit ou bien dans la documentation du dossier. Il ne constitue pas des diligences réalisées ou formalisées au cours du contrôle. C'est pas le moment du contrôle qu'il faut faire ces diligences d'audit. Voilà, c'est simplement que les informations que vous nous fournissez nous permettent d'être d'accord sur le fait que vous avez réalisé vos diligences. Donc, c'est l'enseignement étayé vert, ouais. Opinion étayée avec des insuffisances orange. Et on va passer à l'opinion non étayée, donc qui était l'anciennement rouge, et l'erroné, c'est l'anciennement noir. Donc les codes couleurs ont disparu, mais enfin, la logique reste quand même toujours globalement la même. Alors l'opinion non étayée, ça veut dire que, en fait, vous ne pouvez pas conclure de la manière dont vous concluez au regard des défaillances qu'on constate dans le dossier. Cette conclusion signifie que certaines diligences d'audit dont la mise en œuvre par le commissaire aux comptes est indispensable au regard de l'approche et ou des caractéristiques de l'entité auditée sont absentes ou incomplètes et qu'elles ne permettent pas d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle. Les défaillances de formalisation et ou de documentation du dossier ne peuvent à elles seules
qualifier l'opinion de non étayée, sauf si ces dernières résultent d'une absence manifeste de diligence d'audit. Ben, c'est sûr que si on n'a pas de diligence, si on ne fait pas de diligence d'audit du tout, c'est compliqué d'expliquer qu'on a une opinion qui est étayée. Et enfin, l'opinion erronée, c'est une opinion d'audit qui est émise sur les comptes, mais en fait, on s'est trompé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en adéquation avec ce qu'on constate dans le dossier de travail. Vous avez par exemple trouvé des erreurs, des omissions ou des anomalies significatives qui n'ont pas été corrigées et vous émettez une opinion sans réserve. Donc c'est vraiment, en fait, c'est une incohérence en fait entre les conclusions que vous tirez dans votre rapport et ce qu'on constate dans le dossier de travail. Alors on peut avoir une opinion non étayée et en plus erronée. C'est possible d'avoir les deux sur un dossier. Non étayé, ça veut dire que vous n'avez pas fait de travail sur des parties, sur des cycles importants ou à risque du dossier. Et pour là où vous avez fait, où on trouve des travaux d'audit, vous avez pu vous tromper en fait dans l'opinion que vous émettez. Et donc en plus, l'opinion est erronée. Et point plus positif, on peut aussi avoir une opinion erronée et une opinion étayée. Donc, oui. Elle peut être erronée parce que, par exemple, on le voit de moins en moins, mais vous avez mis un annexe, de votre rapport sur les comptes annuels. Vous avez mis la liasse fiscale et non pas des comptes comparatifs. Donc, effectivement, c'est un problème de présentation, donc c'est de forme, donc il est erroné. Par contre, si vous pouvez très bien avoir fait un excellent travail sur le dossier et avoir une opinion étayée. Une opinion erronée n'est jamais seulement erronée, elle est erronée, plus étayée, non étayée ou avec insuffisance. Elle n'est pas nécessairement grave, l'opinion. Voilà. Alors que non étayée, c'est embêtant. C'est plus grave, c'est plus gênant. Alors, exemple de mandat avec une opinion étayée. Donc, l'opinion émise sur les comptes est étayée par les diligences d'audit réalisées par le commissaire aux comptes. Alors ça, c'est ce qu'on peut trouver, par exemple, dans un rapport de contrôleur. Les axes d'amélioration identifiés lors de l'examen du mandat sont mieux mettre en valeur l'approche d'audit mixte, test de procédure et contrôle de substance. Ce sont des exemples, tout ça. Formaliser la conclusion sur le caractère suffisant et approprié des travaux. Et le point positif relevé lors de l'examen, puisqu'on dit aussi dans nos rapports les choses heureusement, on relève aussi les points positifs, c'est aussi l'objectif du contrôle. Là, le contrôleur nous dit, il constate la bonne maîtrise du dossier par le signataire et la qualité des contrôles mis en œuvre au regard des risques identifiés. Donc ça, c'est un mandat avec une opinion étayée. Exemple de mandat avec une opinion étayée, mais avec des insuffisances. Donc l'opinion d'audit émise sur les comptes est étayée, mais des insuffisances ont été identifiées dans les diligences réalisées par le commissaire aux comptes. Par exemple, les insuffisances identifiées lors de l'examen du mandat sont la formalisation des travaux effectués sur le cut-off vente et les charges externes dans le dossier de travail n'est pas suffisamment explicite pour comprendre l'étaiement de l'opinion. Toutefois, les explications apportées au cours du contrôle permettent de justifier l'opinion émise. Les axes d'amélioration identifiés lors de l'examen du mandat sont par exemple les questionnaires d'analyse des risques ainsi que le plan de mission et le programme de travail devraient davantage détailler pour permettre une meilleure compréhension de l'entité et des risques identifiés. Le programme devrait davantage être axé sur les zones à risque, ou encore, le rapport sur les comptes annuels doit inclure un paragraphe sur le contrôle des délais de paiement. Ou encore, également, une dérogation doit être demandée lorsque les heures effectuées sur le mandat sont inférieures, comme vous le savez, au barème. Et les points positifs relevés là, dans cet exemple, sont l'utilisation d'un logiciel d'audit qui permet de bien structurer la démarche et une bonne connaissance du dossier par le signataire. Alors, un exemple de mandat opinion non étayée, un slide sur deux, on a 2 slides sur le sujet. L'opinion d'audit émise sur les comptes n'est pas étayée au regard des défaillances identifiées, et ce que le contrôleur a constaté, là, c'est au niveau du cycle de reconnaissance du revenu, au niveau du cycle revenu. Compte tenu de l'importance des flux et de l'inclusion des données issues du logiciel de suivi de la production-facturation, il est nécessaire de mettre en œuvre des procédures destinées à évaluer l'efficacité opérationnelle des contrôles internes en présence et effectuer une revue informatique de la fiabilité du SI, du système de gestion de la production. Ouais, donc la reconnaissance du revenu, ça reste un des points essentiels dans le contrôle des mandats qu'on peut effectuer, et c'est un des points essentiels qui est demandé dans le contrôle du H2A. Et tu reviens de manière régulière dans le dossier. Oui, tout à fait. Alors, autre type de... Pardon, je suis allé trop vite là. Hop, je reviens. Voilà. Alors, au niveau du cycle stock, par exemple, absence de contrôle de valorisation des stocks, il est clair que si on a un poste significatif qui est constitué par les stocks et qu'on ne contrôle pas les stocks, c'est compliqué d'avoir une opinion d'audit étayée. Et il ajoute, là, par ailleurs, il est difficile d'apprécier la fiabilité des contrôles de l'unité de contrôle. En effet, donc là, il va nous parler du nombre d'heures. Le nombre d'heures budgétées et facturées correspond à 40.
une demande de dérogation avait été accordée pour 60, compte tenu de l'importance de l'entité contrôlée, il aurait été judicieux de respecter les 60 heures à l'issue de la demande de dérogation afin d'optimiser les travaux. Voilà. Donc là, on nous dit grosso modo, on comprend que le contrôleur a constaté qu'il y avait un nombre d'heures qui était insuffisant sur le dossier et que la qualité des travaux, manifestement, s'en ressent. Deuxième exemple de mandat opinion non étayé. Alors, pardon, c'est la suite, ouais. Un axe d'amélioration est nécessaire. Donc, vous voyez, on a à la fois le fait que l'opinion est non étayée, on fait ressortir un axe d'amélioration et on fait ressortir des points positifs. Donc, l'axe d'amélioration évoqué ici, c'est l'unité de contrôle devra présenter une lettre de mission sur ce mandat afin d'être en conformité avec la NEP 210. Bon. Et il relève des points positifs qui sont l'approche d'audit qui est formalisée au travers du logiciel d'assistance à l'audit Banzai, qui est structuré, qui est adapté aux spécificités du mandat, et la revue des estimations comptables qui est documentée et donc qui est jugée pertinente par le contrôleur. Exemple de mandat opinion erronée avec insuffisance. L'opinion émise sur les comptes est erronée car le bilan et le compte de résultat annexé au rapport du commissaire aux comptes sont établis selon le modèle des sociétés commerciales. Alors là, on comprend que c'est une association, une fondation, hein, puisqu'on parle de fonds dédiés. Donc on peut imaginer qu'il s'est trompé, en fait, le contrôleur, là, le commissaire aux comptes, sur le format de restitution. Et ça, on a souvent ce type de problème. Et donc on y dit qu'il aurait fallu utiliser un format type fondation ou association. Nous constatons que l'opinion d'édite est par ailleurs étayée. C'est exactement l'exemple que tu citais tout à l'heure, Denis, même si des insuffisances ont été identifiées dans les diligences d'audit réalisées par le commissaire aux comptes. Donc là, on a un problème de forme, mais sur le fond, il a quand même étayé le contrôlé là, son dossier de travail. Les insuffisances citées dans l'exemple sont l'application de la NEP 300 relative à la planification des travaux. On ne comprend pas tout ce qu'il y a derrière, mais on imagine qu'en fait, ce n'est pas assez bien formalisé. Et la documentation du lien entre l'analyse des risques et le programme de travail mis en œuvre. Les axes d'amélioration identifiés sont le rapport sur les comptes annuels doit être mis à jour des modifications intervenues fin 2023 dans l'énumération des articles du Code de commerce. Bon, là, c'est vraiment purement de la forme, mais bon, c'est important aussi. Et puis, penser à mettre en place une procédure d'archivage. Donc là, manifestement, il ne respectait pas son délai de 60 jours, comme un certain nombre de confrères de concerts jusqu'à présent. Ça se met en place. Les points positifs relevés lors de l'examen du mandat sont une bonne connaissance de l'association, donc on nous dit d'accès à une association et de ses spécificités, et l'esprit critique du commissaire aux comptes sur les zones de risque identifiées. Alors, conclusion sur la pertinence de l'opinion. Je peux en relève un peu. Oui, vas-y. Ouais. Donc, en fait, on a vraiment une conclusion qui va être émise pour chaque mandat. Donc, cette conclusion, elle sera dans la partie principale du rapport, dans la partie 6, et ensuite, il y a une annexe, en fait, une annexe par mandat qui est dans l'ensemble des annexes. Donc, il y aura une annexe mandat qui est relativement détaillée et une synthèse de cette annexe qui sera en conclusion dans la partie principale du rapport. Donc, pour chaque mandat, on va avoir une justification de la conclusion par des constats distingués effectivement selon leur gravité, hein, soit défaillance, soit insuffisance, soit axe d'amélioration. Donc, pour chaque mandat, on va avoir trois bullet points, défaillance, insuffisance, axe d'amélioration. On a le contrôleur, effectivement, a la possibilité de mentionner des points positifs relevés lors de l'examen du dossier, on l'a vu, hein, et possibilité d'indiquer certaines pratiques particulièrement appropriées pour faciliter la réalisation des diligences d'audit requises. Donc, la formalisation de la restitution du contrôle, on a 6 paragraphes dans le rapport. Donc, il y a l'unité de contrôle et son activité, l'étendue des travaux de contrôle et les ressources qui ont été affectées à ce contrôle, la phase procédure contradictoire qui sera expliquée, détaillée, la partie 4, suivi des actions mises en place à l'issue du précédent contrôle, donc ça c'est uniquement si applicable et c'est relativement dans très peu de cas applicable. D'ailleurs, si vous êtes présent ce soir, c'est que vous êtes contrôlé par la Compagnie de Paris, a priori, c'est qu'il n'y avait pas de plan d'action mis en place parce que toutes les unités de contrôle qui étaient concernées par des plans d'action sont contrôlées directement par la CNCC. Donc ensuite, la partie 5, le constat tiré de l'examen des procédures et de l'organisation. Donc ça, c'est une partie 5 qui va être plus développée, évidemment, si vous êtes un minima de 2 signataires. S'il n'y a qu'un signataire, c'est une partie qui va être très, très light. Et ensuite, la dernière partie, entre guillemets, la plus importante, le constat tiré de l'examen des travaux
sur les mandats sélectionnés. Donc là, il y aura les conclusions sur un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4, voire 5 si vous êtes à plus de 100 mandats. Donc, la communication avec le contrôleur. Donc, le contrôleur va prendre contact avec vous pour fixer des dates d'intervention. Fixer également la date. La première date, c'est la date de l'échange préalable qui va être un échange téléphonique. Ensuite, vous aurez une confirmation du rendez-vous par le contrôleur et la communication de la liste des dossiers envisagés environ une semaine avant l'intervention sur place ou à distance. Donc, le contrôleur, une semaine avant, vous passez un mail en vous disant, voilà, je vais contrôler tel et tel mandat, dossier, et il vous confirmera également la date qui sera bien présent. Donc, ensuite se déroule le contrôle sur place ou à distance, mais sur Paris, c'est un contrôle sur place, avec à l'issue de ce contrôle sur place, donc une synthèse orale. Et bon, il faut savoir effectivement que la liste des mandats sélectionnés par le contrôleur pourra éventuellement être modifiée et complétée sur place ou à distance. C'est quelque chose quand même de très rare, ouais. Mais bon, ça peut arriver s'il y a vraiment une grosse erreur, enfin, sur le mandat sélectionné, sur l'orientation ou l'approche. Donc la procédure contradictoire, donc c'est la procédure qui vient au moment où vous avez reçu votre pré-rapport qui vous a été adressé. Donc vous pouvez faire des observations écrites dans le délai d'1 mois. On peut organiser, si besoin, une réunion contradictoire, c'est relativement rare. Enfin, nous, ce qu'on conseille effectivement à nos contrôleurs, c'est de vraiment faire un point avec vous avant la fin au moment de la fin du contrôle sur place pour pouvoir identifier les conclusions qui vont être faites notamment sur les contrôles mandats, vous dire effectivement le ressenti, échanger avec vous parce que vous aurez peut-être encore des choses à dire et à argumenter, de manière à réduire au maximum la problématique du contradictoire qui prend du temps et qui derrière effectivement n'est jamais très agréable à gérer ni pour le contrôleur ni pour le contrôlé. Mais si vous avez fait un contradictoire écrit, effectivement, il y aura un traitement de ce contradictoire par le contrôleur et une traçabilité du traitement au sein du rapport définitif, puisque votre contradictoire écrit sera intégré dans le rapport définitif et la réponse du contrôleur par rapport à vos observations sera elle-même intégrée dans ce rapport définitif, avec soit des modifications qui sont faites suite à vos remarques, soit des modifications qui ne sont pas faites, et dans ce cas-là, le contrôleur explique pourquoi il ne va pas modifier son pré-rapport au regard de vos observations. Alors, la procédure contradictoire, donc voilà, donc vous recevez votre pré-rapport, vous posez les questions suivantes. Voilà, si je n'ai aucune observation à formuler, j'envoie un courriel. Un courriel suffit et mentionnant l'absence de commentaires et le pré-rapport signé sans aucune observation. Ça, faites-le le plus rapidement possible parce que ça nous permet de gagner du temps dans le traitement ensuite des rapports définitifs. Si vous avez des observations à formuler, vous envoyez un courriel en mentionnant vos commentaires, avec si besoin un courrier en pièce jointe, mais vous n'annotez pas le pré-rapport. Donc c'est soit un courriel, soit un courrier. Voilà. À qui dois-je répondre? Je réponds à la personne qui m'a adressé mon pré-rapport. Donc en l'occurrence pour vous, c'est la CRCC ou la CNCC, mais en principe pour vous, ça sera que la CRCC puisque c'est nous qui sommes à l'origine du contrôle. Alors bon, pas d'envoi postal, c'est nouveau, donc j'envoie ma réponse uniquement par courriel à l'adresse suivante, contrôle d'activité, CNCC ou la CRCC, donc pour vous, ça sera contrôle d'activité, crcc.fr. Qui signe la réponse? Donc ce sont les responsables des structures d'exercice professionnel qui signent et les signataires des mandats qui ont été contrôlés qui co-signent. Donc, il faut vraiment que ce soit à la fois le responsable de la structure que vous avez déterminé et que vous avez désigné au moment du QIP, hein, si vous avez rempli vos QIP, vous avez désigné un responsable, mais également signé par l'ensemble des signataires de mandat. Donc le délai pour répondre, le délai maximum prévu par l'article du Code de commerce est de 1 mois pour votre réponse par rapport à cette procédure contradictoire. Alors, pourquoi est-ce parfois long pour recevoir mon rapport définitif? Donc, le projet de rapport définitif est rédigé donc, par les contrôleurs. Donc, suite à votre réponse, il y a un rapport définitif qui va être émis par le contrôleur. Il va être validé par nous en présence des rapports présentant des mandats avec une opinion non détaillée ou erronée. Ça va en plus
faire l'objet d'instructions de la part du H2A. Le pré-rapport définitif est également validé par le H2A et peut faire l'objet d'allers-retours entre celle-ci et les contrôleurs. Donc forcément, si c'est un contrôle qui pose problème, en ce sens qu'on a identifié des opinions qui sont non étayées ou erronées, ça va être systématiquement revu par la H2A. Donc le pré-rapport va être amendé par la H2A. Il va y avoir des questions complémentaires qui vont être souvent posées au contrôleur, qui va éventuellement devoir vous les poser également. Enfin voilà, ça va prendre du temps. Le courrier d'accompagnement du rapport définitif est-il le même pour toutes les unités de contrôle? Donc il en existe deux types. Donc au vu des constats faits dans ce rapport, nous vous invitons à mettre les deux types d'expression de courrier d'accompagnement. Ça peut être soit, au vu des constats faits dans ce rapport, nous vous invitons à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour vous mettre en totale conformité avec les règles applicables. La mise en œuvre de ces mesures sera vérifiée lors du prochain contrôle de votre unité de contrôle qui interviendra selon la périodicité réglementaire, c'est-à-dire dans les 6 ans. Au vu des constats, ou sinon, au vu des constats, la H2A examinera les suites qui seront données aux conclusions figurant dans ce rapport définitif. Et là, ça veut tout dire, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que ça peut arriver certainement avant la période sexennale. J'ai une petite question là, je vois. Donc, je vois une question de Jean-Michel Jakubowicz. Donc, en règle générale, on obtient la liste de tous les dossiers contrôlés une semaine en avance. Ben oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est une semaine. Tout à fait. Je te redonne la parole. Contradictoire. Donc, on en termine avec le contradictoire. Les points du contrôle. Alors voilà, on a au niveau de vos contradictoires, on va avoir des points qui ont conduit à modifier le rapport définitif. Et dans ce cas-là, effectivement, il va y avoir des modifications dans chaque partie du rapport décrivant le constat. Soit on a des points de contradictoire qui n'ont pas conduit à modifier le rapport définitif. Ça va être des divergences sur le jugement professionnel. Le contrôleur précise en annexe les raisons qui conduisent à ne pas modifier le constat. Ou des observations indiquant des actions mises en œuvre post-période contrôlée en vue de répondre au constat du rapport. Donc, c'est des démarches d'amélioration à synthétiser en paragraphe 3 du rapport. Donc, évidemment, quand vous indiquez que vous avez mis en œuvre des mesures post-contrôle, par exemple l'archivage des dossiers, et que c'est mis en œuvre, bon, on en tient compte, on dit que vous l'avez, que c'est une amélioration à venir, mais effectivement, ça ne change pas les constats qui ont été faits sur l'antérieur. Et donc, comme je vous l'ai dit, le traitement du contradictoire est un annexe avec les observations de l'unité de contrôle. Je te laisse parler du comportement tout au long de la procédure. Bon, c'est sûr que l'attitude en fait du contrôlé est un élément déterminant dans le déroulement du contrôle d'activité. En règle générale, ça se passe bien. Il ne faut pas s'en faire non plus toute une histoire. Au titre des bonnes pratiques, être acteur de votre contrôle et y collaborer, ça contribue grandement à son succès. Faire preuve de courtoisie et de confraternité, oui, alors c'est vrai des deux côtés, en fait. C'est vrai aussi pour nous contrôleurs, bien sûr. Et puis c'est vrai aussi pour les contrôlés. Et accepter les enseignements du contrôle d'activité, puisque l'idée du contrôle est quand même de faire progresser, en fait, ou de sécuriser ou de faire progresser la pratique professionnelle. Et puis n'hésitez pas de votre côté à faire participer les équipes. Alors même si c'est vous qui êtes contrôlé, c'est toujours bien d'avoir des contacts avec les équipes au moment du contrôle. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi j'aime bien discuter aussi un peu avec les équipes. Donc les maîtres mots pour vous, c'est respecter les délais. Donc évitez de vous faire trop relancer. Et puis ça permet à tout le monde d'avoir un contrôle qui soit fluide, tant pour vous que pour nous. C'est vrai que si on prend du retard, on arrive ensuite en période de production comptable pour nous tous, c'est plus difficile. Donc là, on a quelques mois pour faire les contrôles de manière propre. Allons-y, quoi. Donc respectons les délais. Faites attention à la qualité des informations que vous fournissez, bien sûr, dans le QIP, et puis après, au moment du contrôle. Faut bien penser au moment du contrôle. C'est compliqué pour nous une fois qu'on est parti. Enfin, si on a raté des choses au moment du contrôle, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc c'est vraiment à la fois dans le QIP et dans le contrôle que vous délivrez les informations au contrôleur dont il a besoin pour comprendre ce qui se passe. Donc il faut faire attention à la qualité d'informations que vous lui communiquez. Il faut que ces informations, bien sûr, soient complètes. Et il faut que vous vous rendiez. Alors on a tous nos contraintes, bien sûr, d'agenda professionnel, mais au maximum disponible, sachant que de notre côté, à nous aussi, contrôleurs, c'est également une contrainte de positionner les contrôles. Donc voilà, on peut tous
faire preuve de bonne volonté pour se rendre disponible pour le contrôle. Vas-y, je te laisse. Oui, sachant que la disponibilité, c'est pas être présent C'est ça. pendant toute la durée du contrôle avec le contrôleur, hein. Une fois qu'on a vu les questions de procédure, lorsqu'on est sur le contrôle mandat, effectivement, lorsque vous avez présenté le mandat, et je dirais les points saillants que vous avez relevés, les difficultés éventuelles, et la description du fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, le contrôleur, il fait son affaire effectivement du contrôle de votre dossier, et il vous fait une synthèse au bout de 2 heures lorsqu'il a fait un point. Donc, c'est pas une disponibilité permanente Oui, pendant le contrôle. Bon, et puis voilà, donc l'idée générale, c'est de capitaliser effectivement sur les enseignements du contrôle pour en bénéficier, essayer de ne pas le subir, mais d'en tirer profit. C'est ce qu'on dit tout le temps, hein. Le but, c'est de faire progresser l'ensemble de la profession et d'augmenter en fait à chacun de nous notre niveau de qualité. Contrôle par entretien, j'en fais une petite partie, puis tu feras la suite. Donc le contrôle par entretien, c'est une modalité particulière de contrôle qui est réservée aux unités de contrôle, donc comme on l'a dit en début de présentation, qui ne présentent pas de risque particulier et qui signent des mandats non EIP et non risqués. Donc c'est à la fois la structure qui n'est pas risquée et les mandats non EIP, non risqués. L'objectif, c'est apprécier le caractère suffisant et approprié de l'organisation des procédures qui sont mises en place par l'unité de contrôle. Donc c'est une forme de contrôle allégé de procédure, on va dire. C'est un contrôle à part entière, mais c'est un contrôle qui est plus léger. Et l'objectif, c'est de vérifier donc un certain nombre de procédures sont en place au sein de l'unité de contrôle, notamment concernant l'indépendance, concernant la connaissance et la maîtrise des risques qui sont attachés aux mandats qui sont signés, qui traite également des procédures mises en place pour assurer ou conduire la mission de certification. Et puis, bien sûr, on vérifie que le respect des exigences légales, réglementaires et du code de déontologie sont effectives. Et on apprécie la capacité du signataire à présenter, donc à comprendre et à nous présenter les entités qu'il audite, à exposer les particularités en matière d'audit sur ses mandats. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire dans un contrôle par entretien, c'est vraiment de se faire une idée sur le fait que le confrère ou la consoeur, le signataire, comprend les problématiques d'audit de ses mandats et les maîtrise. Et puis est capable de nous présenter l'approche d'audit sur un ou deux mandats. On ne va pas faire de contrôle de mandat, mais on va se faire expliquer comment il a pu auditer tel ou tel dossier. Alors comment ça se passe? Donc c'est un contrôle qui utilise essentiellement la technique de l'entretien. Et habituellement, il est suivi d'une demande de pièces pour étayer les conclusions. Moi, ça a été mon cas il y a 2 ans. Et puis, c'est une approche transversale, en fait, à la fois au niveau de l'organisation de l'activité CAC et de l'exécution de la mission légale. Et les conclusions ne sont pas les mêmes que pour un contrôle de mandat, ou un contrôle, on va dire, complet, de type classique. Les conclusions sont à l'issue du contrôle par entretien. On confirme ou on infirme le niveau de risque de l'unité de contrôle. Donc, par rapport au respect de ses obligations, on conclut sur le fait qu'il n'y a pas de risque d'exécuter un audit de mauvaise qualité et on conclut également on confirme le fait qu'il n'y a toujours pas de mandat risqué. En principe, vous ne devriez pas faire l'objet de 2 contrôles par entretien successifs. Donc, même s'il y a un contrôle par entretien, le contrôle suivant au bout de 6 ans sera un contrôle normal. On ne peut pas faire 2 contrôles par entretien successifs. J'avais même compris un par vie professionnelle de CAC. Mais oui, ça. J'étais peut-être un peu trop loin. Donc les différences par rapport au contrôle sont les autres modalités. Donc ce qui ne change pas d'abord, c'est la restitution des contrôles. Donc il y a un pré-rapport, il y a toujours un contradictoire écrit et il y a un rapport définitif après traitement du contradictoire. En revanche, ce qui change, c'est la présentation du contrôle. Préparation du contrôle. Donc on analyse les déclarations d'activité du type et du précédent contrôle en vue de cibler les domaines à couvrir lors de l'entretien. Mais on ne rédige pas de plan d'approche du contrôle, à l'inverse d'un contrôle complet. Le contrôle se fait sur place ou à distance. Donc on contrôle le caractère approprié de l'organisation et du fonctionnement de l'unité de contrôle, comme on l'a vu au slide précédent. On ne contrôle pas les procédures, en fait, stricto sensu. Et on porte une appréciation sur la connaissance du signataire de son portefeuille de mandat, en fait. C'est ça qu'on fait, et des risques auxquels il est confronté. Et la restitution du contrôle n'est pas le rapport classique qu'on voit en contrôle complet. Il y a une matrice de restitution qui est spécifique et qui concerne le contrôle par entretien.
Ouais, donc le contrôle par entretien, c'est plus un contrôle transversal. On n'a pas de, c'est pas un contrôle par opinion. On ne conclut pas sur, des opinions, sur un mandat ou sur là. Donc c'est un contrôle transversal qui fait qu'on peut vous demander de sortir quelques lettres de mission pour un ou deux mandats ou quelques notes de synthèse pour un ou deux mandats différents. Donc en fait, grosso modo, quand on est sur un contrôle par entretien, on est susceptible d'être contrôlé, enfin un contrôle entre guillemets, oui, validé sur plus de mandats que des fois sur un contrôle complet, quoi. Mais c'est un contrôle qui plaît bien au H2A. Oui. Okay, qui continue. On a une question là. Quand sommes-nous informés si le contrôle sera complet ou par entretien? Ça, vous allez le savoir dès qu'on aura eu le retour du QIP, en fait. Et là, donc, après, c'est la H2A qui décide de la forme du contrôle. Autre point. Alors bon, le calendrier, c'est toujours un calendrier idéal. Le calendrier idéal, voilà. Donc en année, donc aujourd'hui, les contrôleurs ont été affectés. Donc les envois des QIP exploitation. Donc en principe, on doit avoir vraiment tous les QIP fin août. L'affectation des contrôleurs sur les mandats, on vient de la faire, mais il faut qu'elle soit validée par l'H2A. Donc on attend leur retour. Dès qu'on aura l'affectation des contrôleurs. Donc, l'affectation des contrôleurs, la formation des contrôleurs, elle a été faite là au mois de juillet, puis il y a une session de rattrapage début septembre. Déclaration d'indépendance, ça, ce sont les déclarations qui sont faites par les contrôleurs et qui sont envoyées à la compagnie. Les rédactions de plans d'approche des contrôleurs, donc ça va être entre le mois de juillet et le mois d'octobre, c'est sur la base de vos QIP. Les interventions donc prévues de démarrer à partir de mi-juillet, ça ne sera pas possible, mais en principe, ça va se terminer fin décembre. Rédaction des pré-rapports et revues, donc ça va de début août, mais il y en aura très peu, je pense, jusqu'à janvier, mi-janvier. Les notifications de pré-rapports, même timing. Le traitement des observations des unités de contrôle, ça peut déborder jusqu'à mi-février. Ouais. Et la notification du rapport définitif, en principe, mi-février, sachant que ça peut déborder jusqu'à avril, mai, juin, juillet, août, et plus si affinité. Alors voilà, les budgets horaires alloués au contrôle pour les contrôleurs. Hein. Donc en fonction des unités risquées ou non risquées, donc quand ce sont des unités de contrôle jugées comme, enfin données comme risquées par la H2A, il y a un temps de contrôle supérieur. Donc pour les catégories A, de 1 à 5 mandats, ça va être entre 12 et 14 heures. Ouais, pour les contrôles non entretien. Oui, pour les contrôles non entretien, pardon. Pour les catégories B, entre 18 et 22, 24, 30, 32, 40 et 44, 50 pour les catégories E, sachant que le temps sur place du contrôleur par rapport à ces volumes horaires sont au max des 2 tiers, puisqu'il y a au moins un tiers qui est utilisé dans le cadre du plan d'approche de contrôle, du pré-rapport et du rapport définitif et du contradictoire. Et puis le contrôle par entretien, donc on a 10 heures pour les catégories A ou 13 heures pour les catégories B. Donc en principe, il n'y a pas de contrôle par entretien si vous avez plus de 20 mandats. Mais aujourd'hui, on peut avoir des catégories B qui sont en contrôle par entretien. Et là, bon, c'est dit ensuite, le contrôle, environ 50% du temps global au contrôle sur place ou à distance, ça peut être 50 ou 2 tiers, enfin voilà, ça dépend. Le reste, c'est rédactionnel. Ouais. Alors, les délais à respecter. Donc, confirmation du périmètre du contrôle. Donc, le délai est de 15 jours à partir de la réception du courrier de demande de confirmation du périmètre. Donc, le renvoi du QIP complété, on en a parlé. Vous avez un mois on a tous un mois pour le renvoyer à partir du moment où on reçoit le courrier de l'information de mise au contrôle. Vous pouvez récuser votre contrôleur. Vous disposez d'un délai de 10 jours à partir du courrier de confirmation de contrôle. Et puis ensuite, alors là, on est sur le contradictoire. Hein. Le dernier item, la présentation des observations. Vous avez un mois pour présenter vos observations à partir du moment où on vous a notifié le pré-rapport. Évidemment, la récusation du contrôleur, elle doit être basée sur des faits motivés.
Voilà, bon, écoutez, on a réussi à faire ça dans un timing un peu plus serré que les 2 heures, c'est très bien. Donc, on finit sur un petit quiz. N'hésitez pas à poser des questions, on n'en a pas trop Du au chat. niveau du chat, mais si Mais vous c'est avez fait des pour. questions, n'hésitez pas. Donc, testez-vous, je dois me considérer comme une structure d'exercice professionnel composant l'unité de contrôle, même si je ne détiens pas de mandat à titre individuel. Alors, je pense Alors, ça dépend si à titre individuel, oui, mais on peut être signataire quelque part dans l'unité de contrôle, hein. Donc, on fait partie de l'unité de contrôle à ce moment-là. Je ne sais pas si on lance le quiz ou pas, ou si c'est nous. Ah, attends, je vais Non, revenir. hop, ouais, Ouais. non, ça marche pas. Hop. Bon. Alors, Alors, à partir du moment où je détiens de mandat, donc je dois vous considérer comme une société, même si je ne détiens pas de mandat. Si je ne détiens pas de mandat à titre individuel, je ne suis pas une structure d'exercice professionnel. non, tout seul, non. Tout seul, Seul. non, c'est sûr. Voilà, donc c'est faux. L'organisation des unités de contrôle doit être examinée par le contrôleur, quelle que soit leur taille. Bah, on a vu que C'est vrai. c'est vrai, Mhm. sauf qu'il y a deux modalités distinctes, suivant Voilà. qu'on est un signataire ou deux et plus. Le contrôleur doit contrôler au minimum de mandats. Alors, ça n'est pas vrai, notamment dans les catégories A et B aussi, puisque B c'est un ou deux mandats. Le contrôleur ne peut plus modifier la liste des mandats qu'il a communiqués avant le contrôle à l'unité de contrôle. Alors, C'est c'est pas faux. vrai. On peut modifier, même en cours de contrôle. Ouais. Ce qui est rare, mais c'est pas interdit. Donc, pour approfondir le sujet, si vous êtes passionné ou inquiet, vous pouvez vous inscrire à la formation CNCC Anticiper son contrôle d'activité, un gage de sérénité. Voilà. C'était la réponse. Ben, je crois qu'on a terminé. Voilà. Je vois pas de questions sur le chat. Bon, eh ben, j'espère que ce petit séminaire vous sera utile et on vous souhaite un bon contrôle, il n'y a pas de raison. Et puis également de très bonnes vacances à tous. Et puis voilà, on se reverra à la rentrée. À la rentrée, c'est ça. Merci à tous Merci en à tout cas. tous. Merci. Merci. Bon été à vous. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. Je crois que tu peux. Ou alors je le mets ici. Là. Je peux mettre fin à la visite. Juste ici. Quitter le live.